Eh bien, Vassili, tu ne m'embrasses pas? Excuse-moi. Tu m'as l'air bien sombre. Ça ne va pas? Non, Svetlana. Rien de spécial. Allons, Vassili, tu ne sais pas mentir. Si tu pouvais voir ta tête. Mon chéri, tu as des soucis, je le vois. Dis-moi ce qui ne va pas. Attends. Je vais te débarrasser de tes vilaines pensées. Mais d'où peuvent-elles venir? Cela fait 10 ans que nous sommes mariés. Nous avons un enfant merveilleux. Un bel appartement. Que pouvons-nous demander de plus? Justement, je n'avais rien demandé. Que veux-tu dire? Ils m'ont collé un chef. Et un teigneux en plus. Ce n'est que ça. Mais ça change tout. Il est arrivé ce matin. Il a suffi d'une journée pour que je comprenne. C'en est fini. Tu es renvoyé? C'est plus vicieux que ça. Tu sais que jusqu'alors, j'étais maître de mon travail. Le ministre de l'Enseignement a toujours validé mes programmes sans jamais poser de questions. Et chaque année, les nouveaux livres d'histoire que j'édite pour le ministère vont inonder les cervelles de milliers d'écoliers sans poser aucun problème. Eh bien, désormais, cet Anton Bledaïev supervise mon travail. Il va être constamment sur mon dos. Ce n'est pas une catastrophe. Tu avais jusqu'à maintenant une position particulière, privilégiée même, avec une grande liberté d'action. Mais je connais beaucoup de gens qui ont au-dessus d'eux un supérieur tatillon. Même s'ils s'en plaignent, ils n'en font pas une jaunisse. Je ne supporterai pas que cet Anton me dicte ce que doivent contenir les ouvrages publiés. Ce n'est quand même pas au gouvernement de décréter l'histoire. Allons, Vassili, ne sois pas si fier. Tu as la chance de faire un métier qui te passionne, d'avoir une place en or. Cela mérite bien un peu de souplesse, non? Tu ne comprends pas, ma pauvre Svetlana. Dans la collection dont j'ai la charge, j'avais toujours pu laisser les auteurs rapporter des faits scientifiquement établis. Je leur proposais seulement quelques ajustements pour ne pas heurter de front la ligne officielle. Mais dans l'ensemble, tous les articles disaient la vérité. La vérité. Toujours les grands mots. La vérité a plusieurs couleurs, tu le sais bien. Bien sûr, bien sûr. Vassili, je crains que tu ne nous fasses encore une prise d'idéalisme. Je croyais que tu avais grandi. Ah bon? Parce que accepter le mensonge ou le maquillage des faits, c'est grandir. Être raisonnable, c'est mentir, c'est ça? Mais qui te parle de mentir? Bledaïev, précisément. Et pas plus tard que tout à l'heure. Oh, il a ses raisons. L'intérêt du pays, l'honneur du parti, l'édification sociale et politique des enfants, etc., etc. Il m'a tenu un discours de près d'une heure. C'était transparent. Soit je le comprenais, soit ma place revenait à quelqu'un de plus intelligent que moi. Mais que devais-tu comprendre? Tout est parti de la révolte des paysans
de 1818, tu sais, avec Dimitri Ekaterinov. Ce héros avait réussi à soulever toute une province qui s'était affranchie de la tutelle du tsar. La population s'était ensuite administrée de façon autonome. Pendant plus de 10 ans, elle a fonctionné sans maître. Et puis, Ekaterinov a été assassiné, on ne sait par qui. Ce fut la fin d'une formidable expérience et d'une tout aussi formidable espérance. Après la mort d'Ekaterinov, la plupart des paysans furent massacrés. Eh bien, Anton Begaïev interdit d'écrire que ce personnage fabuleux était un noble et qu'il croyait en Dieu. Comme c'est un héros national, il doit rentrer dans le rang et être une sorte de communiste avant l'heure. C'est bien le cas, non? C'est vrai, mais Begaïev ne veut absolument pas que l'on dise qu'Ekaterinov était motivé par sa foi. À ce qu'il dit, ce serait contraire aux intérêts de la cause. Mais est-il vraiment nécessaire de préciser tout cela? On doit quand même respecter les faits. Oh, mais la religion, tout de même, toi-même, tu ne crois pas en Dieu. Et tu sais bien tout le mal que font ces croyances, à demander toujours, à promettre un monde meilleur dans l'au-delà, à demander toujours de subir, porter sa croix, à vouloir souffrir. On ne peut pas non plus laisser se répandre ce genre de doctrine. Il ne s'agit pas de défendre la religion. Tu me connais assez. Pour moi, Dieu n'existe pas. En revanche, j'ai un principe. Je veux simplement que les faits soient respectés. On ne peut rien construire de durable sur des bases faussées. Je n'aime pas quand tu emploies ce mot, principe. C'est souvent pour des questions de principe que tu nous as fait des histoires. Des histoires? Je ne fais pas des histoires. Seulement, il faut bien un moment poser des limites. On ne peut pas toujours ignorer sa conscience. Je suis d'accord pour des compromis, ponctuellement, pas pour des compromissions permanentes. Non, ce sont des histoires. C'est toujours ton orgueil. Tu te crois meilleur ou plus malin que les autres. Tu crois que tu peux changer quelque chose à tout ça. Toi, tout seul. Je ne veux rien changer, Svetlana. Seulement, en omettant des faits avérés, je triche. C'est malhonnête. Et ça peut nuire. Et pourquoi tiennent-ils tant à ce qu'on évacue ce genre d'informations? Il n'y a pas de quoi ébranler le gouvernement, quand même. Je ne sais pas comment je vais supporter cet Anton Begaïev. Tu le supporteras, Vassili. Arrête de rêver. Tu te prends pour le prophète de la vérité. Tu es très fort pour parler, pour défendre les grands principes. Mais tu n'es qu'un écriveur, un gratte-papier, bien payé, oui, mais pas plus. Svetlana, Je te l'ai déjà dit, Vassili. Je ne veux plus entendre parler de tes grands principes. je dois accepter le mensonge alors. Celui-là. Et tous les autres qui viendront nécessairement par la suite. Tu sais bien comment ça se passe. On commence par laisser passer un courant d'air, et c'est un ouragan qui emporte la maison. Et comment pourrais-je me regarder dans la glace? Et toi-même, si je ne me respecte pas, sauras-tu m'aimer encore? Du baratin, tout ça. Tu cherches des bâtons pour te faire battre. Tu es un prétentieux rempli d'orgueil qui t'attaque à des moulins à vent. J'en ai assez de tes lubies, elles peuvent être dangereuses. Des lubies, des histoires. Svetlana, tu exagères. Toi, bien sûr, tu n'as pas ce genre de problème. Tu vis à la maison, tu t'occupes de notre enfant, tu fais tranquillement tes petites affaires. Du moment que je ramène le gagne-pain, le reste, ça ne te concerne pas. Moi aussi,
J'en ai assez de te porter ainsi, et en plus de subir tes reproches. Me porter? Pardonne-moi, Svetlana. Pardonne-moi. La colère me fait dire des bêtises. J'ai peur, Vassili. Peur de quoi? Je te connais. Quelquefois, tu fais passer tes idées par-dessus tout, quoi qu'il puisse en coûter. C'est dangereux dans ce pays. Mais que crains-tu? Mais enfin, ouvre les yeux. Il pourrait nous en coûter ta place. Et que deviendrions-nous alors? Les temps sont durs, tu n'es pas tout seul. Il y a Yuri. Il est encore si petit. Et moi. C'est notre avenir que tu risques de compromettre, Vassili. Je t'aime, Vassili. Je veux que tu sois heureux, que tu te sentes bien dans ton travail. Mais je dois aussi défendre notre foyer. Tu t'enflammes facilement, tu le sais, tu es un idéaliste. Mais vois comment les choses se passent pour ceux qui se battent. Justement, ce meneur paysan, ce Dimitri Ekaterinov, tu sais mieux que moi comment il a fini. Je ne voudrais pas que tu connaisses le même sort. On ne va quand même pas m'assassiner pour cette histoire. T'assassiner, peut-être pas. T'évincer, te mettre à l'écart, t'emprisonner, ça c'est très possible. De nos jours, les gens sont arrêtés pour un oui ou pour un non. Ne dramatise pas. Peut-être trouveras-tu un terrain d'entente avec ce Bledaïev, un moyen ou un autre de t'en tirer. Ce n'est pas la première fois que tu affrontes un cas de conscience. Garde confiance. Tu as raison, chérie. Peut-être que je m'angoisse trop vite. Ce Bledaïev est arrivé si brusquement. Personne ne m'avait prévenu. Ça a été un choc. Je te promets de faire des efforts, de réagir moins impulsivement. Yuri est dans sa chambre, il t'attendait avant de s'endormir. Tu viens l'embrasser? Vassili, vous êtes intelligent. Merci, Anton Bledaïev. Ça fait maintenant 1 an que nous travaillons ensemble. Le dernier rapport que j'ai rédigé sur votre compte pour les autorités remplit l'éloge. Vous avez compris ce qu'on attend de vous. Même si au début j'ai eu quelques craintes. Dissipé, j'espère. Totalement. J'ai même le plaisir de vous annoncer que vous devenez premier titulaire et que vous êtes augmenté en conséquence dès ce mois-ci. Merci, camarade Bledaïev. Bien, Vassili. Vous savez combien nous voulons développer les chances de justice et de paix dans notre pays.
Vous savez aussi combien nos institutions sont vouées aux intérêts de la population. Et il est capital que le peuple ait confiance dans ces institutions. Une trop grande anxiété pourrait affaiblir sa cohésion, son dynamisme. Elle le fragiliserait, ce qui serait contraire à son intérêt. Nous devons donc être très vigilants sur ce point. Je vous suis parfaitement, Anton Begaïev. Bien, parce que je vais avoir besoin de vous. À quel propos? Après notre entretien, je vous laisserai avec Anatoly Kersakov. J'aimerais que vous lui parliez. Vous saurez le convaincre. Du moins, je l'espère. Pour lui. Qui est cet homme? Et le convaincre de quoi? Qu'il fait fausse route. C'est un historien de grand talent. Je l'ai engagé pour faire la synthèse de l'évolution de la pensée en Russie depuis l'invention de l'imprimerie. Son travail est très intéressant. Sauf qu'il critique la science. Il prétend qu'elle ne peut tout expliquer. C'est très ennuyeux, ça. En outre, il affirme que la pensée religieuse n'est pas forcément une croyance dangereuse. On ne peut pas laisser ce genre de pensée pernicieuse dans un document officiel. Notre démarche est rationnelle, scientifique. Il doit s'y tenir. En quoi suis-je concerné? Vous êtes le responsable du programme d'éducation. Notre administration, le parti, le gouvernement, tout est organisé pour le bien de la population. Anatoly doit nous faire confiance. Or, dans la conclusion de son rapport, voici ce qu'il écrit, je le cite. L'homme est par essence libre, ingouvernable. Ingouvernable. Sinon par sa seule conscience. Ce qui compte, c'est que chacun cherche sincèrement le bien et fasse l'effort de penser par lui-même, qu'il décide de sa vie en son âme et conscience. Les lois humaines existent, mais nous, comme nous avons pu le voir tout au long de cet ouvrage, elles sont toujours incomplètes, entachées d'erreurs. D'ailleurs, elles évoluent, se transforment au cours des années. Certaines même disparaissent, repoussées par des conceptions neuves, plus justes. La vérité humaine n'est jamais définitive. Il est bon de la connaître, de la respecter, mais il ne faut pas la sacraliser. Écoutons, étudions, comparons, mais en fin de compte, appuyons-nous essentiellement sur ce que dit en nous la voix de la raison. Vous vous rendez compte? Oh, vous ne voyez pas? Mais bon sang, la voix de la raison, ce n'est pas ce que chacun croit comprendre. Ce serait la porte ouverte à toutes les glumies, à toutes les folies. Ce serait la fin de tout gouvernement. C'est un hymne à l'anarchie. Mais sire, comme il le dit, chacun cherche le bien. Et s'il s'appuie sur la raison? Enfin, la société en sait plus que tel ou tel individu. Nos lois sont débattues collectivement. Nous avons un parlement, des commissions, bref, beaucoup d'outils pour construire nos règles. Elles s'imposent à tous. L'individualisme est néfaste pour la société. Il pourrait conduire à tous les totalitarismes. Nous ne pouvons pas accepter ça. Anatoly est un homme dangereux. Et qu'attendez-vous précisément de moi? Cet Anatoly doit comprendre. Comme vous, vous avez compris. Il doit réformer ses propos. J'attends de vous un rapport précis sur la discussion que vous aurez avec lui. Anatoly Kersakov. Anatoly Kersakov, voici Vassili Koryagin. C'est avec lui que vous aurez affaire désormais. Tâchez de ne pas trop compliquer son travail.
Asseyez-vous. Merci. Anton Bledaïev m'a dit grand bien de votre ouvrage. Si. Il dit que vous êtes un historien de grand talent et que votre travail est très intéressant. Ce n'est pas ce que j'avais cru comprendre. Oui, c'est vrai. Il y a aussi une petite difficulté. Il m'avait semblé. Mais je pense que nous allons facilement la surmonter. Il s'agit de votre conclusion. Pourquoi vous accrochez-vous ainsi à vos positions? Antoine Dedaïev me demande d'écrire que le gouvernement sait toujours mieux que chaque citoyen ce qui est bon pour lui. Or, toute mon enquête me conduit à réfuter cette affirmation. Bien sûr, cela peut être parfois le cas, mais on ne peut instituer ça en dogme. Aucun gouvernement, aucune institution n'est infaillible. Dites-le autrement. Soyez moins affirmatif. Et puis, reconnaissez-le. Depuis l'instauration du nouveau pouvoir, l'économie du pays s'est remise en route. Les usines tournent à plein dans la discipline, leur rendement est en constante augmentation. Pouvez-vous nier que de nouvelles cités sortent de terre avec chauffage et eau courante? Qui pourrait se plaindre de pouvoir aujourd'hui scolariser son enfant ou de soigner, quel que soit son niveau de revenu? A-t-on jamais vu autant de voitures, de bus, de trains circuler à travers les régions les plus reculées du pays? N'est-ce pas à l'État et au gouvernement que l'on doit ces théâtres, ces centres sportifs, ces piscines? N'est-ce pas le bien de la population? C'est vrai, mais ce n'est que le bien matériel. Serait-ce négligeable? Non, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Et que voulez-vous d'autre? Eh bien, vous ne m'aidez pas beaucoup, Anatolie. Il faut pourtant que nous trouvions un terrain d'entente. Alors, Il me faudrait des heures, des jours pour vous expliquer. expliquez quoi? Pourquoi la liberté de choix est si précieuse pour la formation de l'individu? Pourquoi l'épanouissement moral ou spirituel de l'individu est si important? Pourquoi je ne peux changer ma conclusion? Bien sûr, je peux tenter de la reformuler, mais ce sera toujours la même conclusion. Anatolie, je vous ai bien écouté. Et je vous comprends sans doute plus que vous ne le pensez. Mais il faut aussi que vous fassiez un pas vers moi. Bon. Voyons les choses sous un autre angle. Vous pensez ce que vous voulez, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous écrivez. Et là, je vous le dis clairement, vous devez changer votre conclusion. À l'issue de notre entretien, je dois faire un rapport à Anton Bledaïev. Vous savez bien ce que ça veut dire? C'est votre problème. Ne le prenez pas comme ça, Anatolie. Cela vous concerne directement. C'est d'abord votre problème. Si nous ne trouvons pas de terrain d'entente, je serai obligé de l'indiquer. Et ça peut aller très loin. Dans votre intérêt, je vous en conjure,
Faites un geste de coopération. Quel geste? Je ne sais pas. Dites, par exemple, que chacun est libre de penser, mais que la science et le gouvernement sont là pour décider en fin de compte ce qui est bon, que l'État est le seul garant de l'intérêt général, puisqu'il représente tous les citoyens. Vassili, arrêtez, ne vous donnez pas cette peine. Autant me régner, vous ne me convaincrez pas. Faites votre devoir, je ne changerai pas. Tête boulée, tu ne comprends donc pas? Je suis obligé de signaler ton refus. Tu devrais pourtant bien savoir ce que ça veut dire. Des ennuis, de gros ennuis, Anatolie, mais qu'est-ce que tu es buté? Buté peut-être, mais pas naïf. Je sais tout cela. Encore une fois, faites votre devoir. Moi, j'ai choisi mon camp, et ce n'est pas celui du mensonge. Bon, très bien. Vous l'aurez voulu. Vous voulez jouer au martyr. Vous en assumerez les conséquences. Moi, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Mais si vous n'êtes pas coopératif, je ne peux plus rien pour vous. Si, quand même. Une dernière chose. Demain soir, je dois remettre mon rapport à Bledaïev. Si d'ici là, vous venez me voir, si vous me téléphonez, si vous me faites passer un mot, je pourrais en changer la teneur. Sinon, N'espérez pas trop. Anatolie, avez-vous de la famille? Pourquoi cette question? Répondez-moi. Je n'ai qu'un frère et une fiancée. Pensez à eux. À la peine qu'ils auraient si vous perdiez votre travail. Si vous étiez mis au banc de la communauté scientifique. Je vais vous faire une confidence. C'est beau, ce que vous pensez. Mais totalement utopique. J'ai eu des idées qui rejoignaient les vôtres. Mais à quoi bon chercher à les exprimer? Ça n'attire que des ennuis. J'ai une femme et un enfant, Yuri, que j'aime plus que tout. Je ne veux pas être cause de leur souffrance. Alors, je m'arrange. Ça changerait quoi que je m'exprime? Ils sont plus forts. Le gouvernement, les journaux, la science, l'économie, tout cela marche dans le même sens. Que peut une fourmi dans un troupeau d'éléphants? J'ai mal pour vous, Vassili, et j'ai pitié, grand pitié. Je n'ai que peur de votre pitié. Mais pour qui vous prenez-vous? Décidément, je finis par comprendre, Bledaïev. Vous êtes une source de troubles, d'ennuis. Il faut vous empêcher de nuire. Vous êtes dangereux, oui, dangereux pour la société.
Je vous le redis pour la dernière fois. Sans nouvelles de vous d'ici demain 18h, je remets mon rapport. Et après, le ciel vous protège, puisque vous y croyez. Oui, le ciel me protège. Bonjour, petite sœur. Bonjour, Félicia. Je ne reste pas, je passe en coup de vent. Dommage. Tu m'as l'air en pleine forme, dis donc. Ça ne te réussit pas si mal, finalement, de te retrouver toute seule. Cela fait maintenant 2 ans. J'ai eu le temps de m'habituer. Je commence même à apprécier ma solitude. Toujours personne en vue? Je ne suis pas pressée de reprendre la vie à 2. Même pas un petit ami pour passer de bons moments? Je me méfie de moi. Je m'attache facilement. C'est vrai, il y a des jours, des soirs surtout, où il est bien difficile de n'avoir personne dans ses bras. Mais je préfère encore cela aux malentendus, aux soupçons, aux disputes et aux blessures. Tout cela est inévitable quand il n'y a pas l'amour. Romantique. Romantique? Ah non, c'est plus prosaïque. Je suis bien dans ma vie et je n'ai pas envie de la gâcher. Entre un certain bonheur et le plaisir, j'ai fait mon choix. Je crois que je ne te comprendrai jamais. Comment trouver du bonheur quand on est seul? Moi, je ne pourrais pas. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. D'ailleurs, je m'entends de mieux en mieux avec moi-même. Et puis, il y a ces petits orphelins que je visite après mon travail. Ils sont tellement heureux qu'on s'occupe d'eux. Ils m'apportent beaucoup. Tu es une sainte. Que tu es sotte. Quoique. Tiens, je suis venue t'apporter mon auréole. Elle a besoin d'un petit rafistolage. Voilà. La couronne que je t'avais commandée pour le nouvel an. Merci, ma chérie. Merci, Sainte Félicia. La trouves-tu à ton goût? Je peux la modifier si tu le désires. Non, elle est parfaite. Merci. Eh bien, si tu es satisfaite, je vais y aller. Tu ne peux vraiment pas rester, maman doit t'arriver d'un instant à l'autre. Non, vraiment. Je suis attendue. Ah ah. Oh, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je vais voir les orphelins. En fait, j'allais oublier. J'ai un service à te demander. J'ai revu il y a peu une amie d'enfance. Elle s'appelle Maya. Je l'apprécie beaucoup. Nous étions très proches. Nous allions ensemble à toutes les réunions du parti. On y croyait tellement. Par la suite, nos chemins ont divergé. Elle a continué dans la politique, moi non. Mais nous nous sommes retrouvés avec plaisir. J'aimerais que tu la reçoives. Elle croit que tu peux l'aider et je le crois aussi. L'aider? Comment ça? En fait, c'est ton mari qui pourrait l'aider. Ou plus exactement, c'est Vassili qui pourrait aider son fiancé. Mais de quelle façon? Son fiancé et Vassili sont en relation dans son travail. Mais elle t'expliquera. Excuse-moi, je ne voudrais pas me mettre en retard. Promets-moi seulement de la recevoir. Fais-le pour moi. Maya est une amie chère. Bon, pour toi. Merci, Sorette. Oui, Yuri, je viens. Je viens.
Anna, ma chérie. Tu me diras des nouvelles de ces zakouskis. Regarde-moi ça. Caviar d'aubergine, saumon fumé, poivron farci, champignons, tarama, tout y est. Ils viennent de chez Léonti. Merci, Marushka, mais je sors à peine de table. Juste par gourmandise, les meilleurs zakouskis de Russie. Tu peux pas me les refuser. Maman, Je vois bien que ça te fait pas plaisir. Comme d'habitude, je fais tout de travers. ce n'est pas ça, mère. Mais nous venons juste de terminer le bortsch que tu nous as préparé. Il faut un peu de temps quand même pour digérer le chou. Ah, tu as raison, Lana. Tu as encore raison. Excuse-moi. Ah, je ne pense toujours qu'à moi. Mais je ne vois pas Yuri. Où est-il? Il est dans sa chambre. Au lit, il a de la fièvre. Comment? Et tu me le dis que maintenant? Oh, Yuri, oh, mon petit Yuri. Oh. Je ne voulais pas t'alarmer. C'est juste une petite fièvre, mais le médecin ne sait pas encore de quoi il souffre. Entrez. Madame Koryagin? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Maya Romanova. Votre sœur Félicia a dû vous avertir de ma visite. En effet, elle m'a dit que nous pouvions vous aider. Je ne vois pas exactement en quoi, mais comme elle a insisté, asseyez-vous, je vous prie. Je ne vous dérange pas? Pas du tout. Que vouliez-vous me dire? Que se passe-t-il? Allons, allons, qu'avez-vous? C'est difficile Mais quoi donc? de parler. Voulez-vous boire quelque chose? Volontiers. Voilà. Merci, merci bien. Eh bien, parlez maintenant. Votre mari, eh bien, premier titulaire au ministère de l'Enseignement, chargé des livres d'histoire. Oui, oui. Il vient d'arriver quelque chose? Oh non, non, rassurez-vous, ce serait même plutôt le contraire. Le contraire? Excusez-moi, je parle très mal, je ne sais pas comment présenter les choses. Parlez simplement, j'essaierai de vous aider. C'est vrai? Vous m'aiderez? Vous le promettez? Oui, je vous donne ma parole. Merci, merci. J'ai tellement besoin de votre soutien. Mon fiancé, Anatoly Kersakov, est historien. Il travaille maintenant pour le gouvernement. Ils lui ont commandé un rapport sur les évolutions de la pensée en Russie. Malheureusement pour moi et indirectement pour lui, Anatoly est un orthodoxe. Un pur orthodoxe. Il serait prêt à mourir pour ses idées religieuses. Et ses idées ne plaisent pas au ministère. Votre mari a dû s'occuper de lui. Il ne vous en a pas parlé? Non, non, je ne me souviens pas. Votre mari a rédigé une fiche sur son travail. Et depuis, tout va très mal pour Anatoly. Très très mal même. Non seulement il n'a plus de commande de l'administration, mais en plus il a été mis à l'index et... Mais que racontez-vous là? Je connais très bien mon mari. Il n'écraserait même pas une mouche. Il avait certainement de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais êtes-vous certaine qu'il s'agit bien de Vassili? Oui, malheureusement. Mais ce n'est pas tout. Vous savez, la vie est dure pour moi. Je ne suis pourtant pas une fille délicate. Si ce n'était que cela, on se débrouillerait, Anatoly et moi. Je tiens une petite boutique de vêtements. Elle marche bien, je peux travailler plus, je ne crains pas la tâche. Et lui pourrait m'aider. On s'en sortirait toujours. Eh bien, Votre mari, il a... Je ne peux pas. êtes-vous sûre de devoir me raconter tout cela? Oui,
Oui, je suis sûre, Svetlana Koryagine. Il faut que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Vous devez savoir la vérité. Eh bien, j'interrogerai mon mari. Il faut que je vous dise. Non, je préfère l'entendre lui d'abord. Mais peut-être vous cacherez-vous l'essentiel. N'insistez pas, mademoiselle. Je préfère en parler d'abord avec mon mari. Laissez-moi votre adresse. Oh, il est bien folle, mon petit Yuri. Tu es sûr que... Eh bien, que se passe-t-il ici? Rien, maman. Rien du tout. Nous en avions fini. Elle allait sortir. N'est-ce pas que vous alliez sortir? Non. Je ne sortirai pas sans avoir parlé. Il faut que vous sachiez, Madame Koryagine. Mon fiancé Anatoly, on le torture, il ne sort même plus du ministère. On l'accuse d'être un réactionnaire, de fomenter une résistance, d'avoir constitué un réseau, de faire partie d'une secte dangereuse. Mais rien de tout cela n'est vrai. Je le connais bien. Nous sommes fiancés depuis 3 ans. Il n'a rien fait de mal. C'est vrai, il croit en Dieu, il a sa vérité. Son seul défaut, c'est son caractère de cochon, c'est de faire passer ses idées par-dessus tout, il ne cédera jamais. Et je n'ai même pas le droit de voir aucune visite. C'est une amie qui me donne de ses nouvelles, elle a ses entrées au ministère. Elle l'a vu, il avait le visage tuméfié, du sang coulait de sa bouche, il faut faire quelque chose. Ça suffit maintenant! Laissez-nous tranquilles. Je ne veux pas en entendre plus, cela ne me concerne pas. Au contraire, Madame Koryagine, au contraire. Si je tiens à vous dire cela, c'est parce que le tortionnaire, c'est Vassili Koryagine, votre mari. Mais qu'est-ce que vous racontez, pauvre folle? Est-ce que ce sont des choses inventées? Sortez! Il ne revenez plus, plus jamais. Je ne veux pas en entendre plus. Disparaissez! Disparaissez! Rappelez-vous, Svetlana Koryagine, vous m'avez promis de m'aider, vous avez promis là, il y a juste quelques minutes. Mon petit chou, mon bébé. Malade, ma chérie, ce n'est rien. Hein? Maman est là, tout va s'arranger. Mais vous sortez maintenant. Non, mais on ne va quand même pas se laisser faire par des anarchistes. Allez, partez. Je compte sur vous, Madame Koryagine, je vous en supplie. Je suis une amie de votre sœur, elle vous le demande aussi. Et n'oubliez pas votre promesse. Vous seul pouvez faire quelque chose. Partez ou je fais appeler la police. Oh, maman, ne te mêle pas de ça. Et pourquoi ne devrais-je pas me mêler de ça? On s'en dit ma fille et mon gendre, et je devrais me taire. Ne compte pas sur moi pour rester les bras croisés. Chut. Tu vas voir de quoi je suis capable. Mais justement, mère, je ne le sais que trop. Je t'en supplie, ne dis rien à personne, oublie tout cela. Surtout, reste tranquille. Si tu m'aimes un peu... Oh, je vois, je suis toujours celle qui gaffe, qui fait tout de travers. Je m'en vais, mais tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Vassili, comment peut-il? Des coups. Oh
bien, quelle passion. Ma Svetlana chérie, tu m'as l'air bien amoureuse. Tu as passé une bonne journée? La routine, tu sais, rien de bien exaltant. C'est bien la peine d'avoir un nouveau poste. En fait, c'est surtout plus de soucis, toujours plus. Et pourquoi finalement? S'il n'y avait pas ce salaire, Que ferais-tu sinon? je crois que je changerais de métier. Saurais-tu faire autre chose? Papa était menuisier. J'aimais le travail du bois. J'ai même construit quelques meubles. J'aurais sûrement pu me débrouiller dans cette voie. Tu regrettes? Il y a des jours, oui. Comme aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, pourquoi cette question? Je ne sais pas, moi. Depuis quelques jours, tu me parais soucieux, tu ne me parles plus du bureau. Je te sens malheureux. Ah bon? C'est toujours Bledaïev? Oui, c'est ça. C'est lui. Je suis constamment sous pression. Je n'arrive pas vraiment à trouver mes marques. Tu sais, Vassili, tu peux tout me dire. Je suis ta femme et je t'aime. Mais, Svetlana, je ne te cache rien. Rien de ce qui importe, en tout cas. Je ne veux pas t'embêter avec des détails de la vie du bureau. Tant mieux. Parce que si tu me cachais des choses importantes, j'en souffrirais énormément. L'amour ne prospère que dans la vérité. En fait, je... Oui, Non, rien. Rien. Est-ce que Yuri va mieux? non, il a toujours 39 de fièvre. Le médecin ne peut pas revenir avant demain. Il n'a pas pu dire encore quoi souffre Yuri. Je suis inquiet. Tu as vu comme il est pâle? Mais que pouvons-nous faire? Je ne supporterai pas qu'il lui arrive quelque chose. Vassili, je t'en supplie. N'en rajoute pas, c'est déjà assez dur comme ça. Si en plus tu t'angoisses, moi je laisse tout tomber. Je ne peux pas tout porter toute seule. Moi non plus, je ne peux pas tout porter tout seul. C'est trop. Je ne suis pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis. C'est Kersakov? Quoi? Tu as bien entendu. J'ai dit Kersakov, l'historien Anatoly Kersakov. Mais comment? Ce n'est pas bien, Vassili, tu ne me fais pas confiance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu le sais très bien. Sa fiancée Maya est venue me voir ici même aujourd'hui. Elle m'a tout raconté. Sa fiancée. Et que t'a-t-elle dit? Tout, elle m'a tout dit. Les interrogatoires, les pressions sur Kersakov et les coups que tu lui as portés. Après tout, c'est mieux comme ça. Maintenant, tu sais. Alors c'est vrai? Que pourrais-je faire d'autre? C'était ça ou perdre ma place, toi-même. Vassili! Je ne voulais pas que tu nous causes des ennuis avec tes grands principes, mais de la torturer pour garder ta place. Mais ça s'est fait progressivement. Je ne voulais pas en arriver là. Mais comment as-tu pu lui donner des coups? Mais ce Kersakov est têtu, si tu savais.
Je lui ai dit 1000 fois, et sur tous les tons, de modifier ses affirmations. Ce qu'il dit, c'est de la dynamite. Il remet en cause tout le système. Et rien à faire. Il ne veut pas composer. Moi, je suis bien obligé de faire mon travail. Je suis responsable de nous trois. Je dois nous faire vivre. Mais pourquoi n'en as-tu pas parlé? Je ne sais pas. Je pensais pouvoir m'en sortir seul. Et puis j'avais peur qu'on se dispute. Je ne voulais pas t'embêter avec mes soucis. Le problème, tu vois, c'est que tes soucis viennent directement frapper à notre porte. Que peut-on faire? Je ne comprends pas que tu aies pu torturer quelqu'un comme ça. Si encore c'était un dérapage, mais plusieurs fois par semaine. Ah, je sais, c'est horrible. Chérie, que pouvais-je faire d'autre? Je ne vais quand même pas donner ma démission. Que deviendrions-nous? J'ai honte. J'ai peur. Vassili, il faut en finir. Cela fait 3 semaines que cela dure. Et toujours aucun résultat. Je commence à croire que vous n'y mettez pas toute la bonne volonté nécessaire. Mes camarades Bedaïev, voyez vous-même, il a perdu connaissance. À quoi bon le frapper encore? Nous n'arriverons à rien de cette façon. Peu importe les moyens, ce que je veux, ce sont des résultats. Camarades, je fais mon possible. Vous connaissez cet homme. Vous-même aviez essayé de le convaincre avant moi. Voulez-vous dire que je suis un incapable? Ne tentez pas de vous défausser sur moi pour masquer votre impuissance. Mais reconnaissez que ce Kersakov est un cas très difficile. Ce n'est pas parce que c'est un cas difficile que je vous l'ai confié. C'est pour tester votre bonne volonté et votre efficacité. Sinon, sachez-le, je peux très bien me passer de vos services. Camarades, comprenez-moi. J'ai des soucis à la maison. Mon fils Yuri est très malade. Cela fait 3 nuits que sa température grimpe jusqu'à 40. Vous savez, j'adore mon petit Yuri. C'est mon seul enfant. Nous craignons pour sa vie. Et si je Vos pouvais... affaires privées ne me concernent pas.
mais elle risque d'avoir des répercussions sur la qualité de mon travail. Camarade Bedaïev, soyez compréhensif, je vous en prie. J'ai besoin de quelques jours de congé pour m'occuper de mon petit Yuri. Sa mère a aussi besoin de moi. J'ai beaucoup de mal à la rassurer. Et vous vous moquez de moi, Vassili. Des jours de congé, maintenant. Au point culminant de votre mission. L'intérêt supérieur m'exige. Allez jusqu'au bout. Tenteriez-vous de fuir vos responsabilités? Ce n'est pas avec ce genre de faiblesse que vous vaincrez sa résistance. Allez, reprenez. Mais à vous de force. Vous me décevez, Vassili. Dois-je changer mon opinion sur vos états de service? Anatoly Kersakov, vous êtes historien. Contentez-vous de rapporter des faits et laissez vos commentaires de côté. Vous perdez votre temps. Je vous l'ai dit et redit. Rien ne m'importe plus que la vérité. Je ne peux pas me renier. Mais personne ne vous demande d'être malhonnête. On attend de vous que vous vous contentiez de décrire correctement des événements historiques. Dans chaque fait retranscrit, il y a toujours une part d'interprétation. Surtout en histoire, vous devriez le savoir. Ah, ne m'apprenez pas mon travail. Nous savons mieux que vous ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Alors laissez le gouvernement faire son travail et faites ce qu'on vous demande. Pauvre Vassili, comme je vous plains. Ça suffit maintenant, Kersakov, ça suffit. Vous allez la changer, cette conclusion. Vous allez céder. Vassili! Vassili! Rentrez chez vous, Vassili! Vous êtes trop nerveux! Allez vous reposer et prenez un bon calmant. Mais attention, pas de relâchement. Revenez demain et tâchez d'aboutir. Sinon... Pourquoi lui en vouloir encore? Vassili est une victime lui aussi à sa façon. Mais cette violence, comment peut-il? Je n'ai plus confiance en lui, Félicia. Il n'est pas violent au fond, mais sa peur est plus forte que tout. C'est cela qui m'effraie. Quand la peur règne, l'amour se tait. Pense à lui. Tu peux, tu dois l'aider. Il a besoin de toi en ce moment. Plus que jamais. Je suis ta sœur, je te connais bien, je sais que tu peux trouver la force. La force, je la trouverai pour fuir, certainement. Mais pour faire face. Sur qui compter, si ce n'est sur mon mari, sur moi-même? Je suis trop petite. Mais je suis là, ma chérie, je peux t'aider. Réalises-tu vraiment ce qui se passe? Si Vassili refuse sa mission, ou si même il la rate, nous pouvons dire adieu à notre situation. Ce serait la fin de tout. Sans compter les persécutions, nous passerons pour complices de ce Kersakov. Nous avons un enfant, Félicia.
Tu lui reproches d'avoir cédé à la peur. Mais toi aussi, tu as peur. C'est peut-être ma propre peur qui me terrorise le plus. Raison de plus pour ne pas lui en vouloir. Vous êtes engagés tous les deux de la même façon. Allez, Lana, reprends le dialogue. À deux, vous y verrez plus clair sur la façon dont Vassili peut parler à Kersakov. Tu as raison. S'il trouvait un compromis avec l'historien, car Vassili aussi a des principes, je le lui ai même plusieurs fois reproché. Jusqu'à maintenant, il avait toujours réussi à trouver le ton juste avec ses supérieurs. Pourquoi n'a-t-il pas pu convaincre ce Kersakov? Kersakov est un militant, un orthodoxe, un dur. Sa foi le soutient, la vérité qu'il défend est plus grande que lui. Alors que Vassili défend sa vie, il n'a pas de point d'appui hors de lui-même. C'est vrai que s'appuyer sur Dieu, ça doit donner une force. Encore faut-il croire. Kersakov, lui, a ce soutien. Moi, tu sais, la vérité, la politique, Dieu, tout ça me dépasse. Je me sens si petite. Toi, Félicia, tu te sacrifierais pour des valeurs? Je ne sais pas. On n'a qu'une vie. Surtout, je ne crois pas qu'on doive se sacrifier. S'il y a des valeurs suprêmes, elles doivent nous conduire à la vie, pas à la mort. À ma façon, tu sais, je crois en Dieu, mais pas à la religion. Mon Dieu à moi, c'est l'amour, la vie. On est fait pour le bonheur, pas pour la souffrance. Que ferais-tu à ma place? As-tu vraiment le choix? Je me réconcilierai avec Vassili, j'échangerai avec lui pour le fortifier, pour consolider mon couple. Tu dois être à ses côtés, surtout en ce moment. Il a besoin de toi, ton amour seul peut l'aider. Je ne sais pas si j'en aurai la force. Comment oublier ses actes? Vassili n'est pas violent, j'en suis sûre. Ce n'est pas par vice qu'il frappe, mais par faiblesse. S'il te sent à ses côtés, il sera plus fort. Et il aura le courage de chercher un vrai compromis. Tu as raison. Ça vaut le coup d'essayer. Bravo, Svetlana, tu es formidable. Merci, Félicia, merci. Ça me fait beaucoup de bien de parler avec toi. Ma petite Lana. Bonjour, mes chéris. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Heureusement que je suis là. Je ne sais pas ce que vous deviendriez tous sans moi. Tu m'as l'air bien sûre de toi. Pour une fois, vous allez être fiers de moi. Moi qui fais toujours tout de travers, vous allez voir que je puis aussi me rendre indispensable. Maman, tu m'inquiètes. Si tu nous disais plutôt de quoi il s'agit. Mais je veux votre bonheur, mes enfants. Je dois vous protéger. Mère, nous sommes adultes et nous t'avons demandé 1000 fois de nous laisser maintenant vivre notre vie à notre guise. Qui veux-tu protéger? Et toi, ma chérie, toi, mon gendre et mon petit-fils. Eh bien, Je suis allée au commissariat de police comment? Mais pourquoi? pour empêcher cette Maya de vous faire du mal. Non, tu n'as pas fait ça. Oh, le commissaire a pris ma déposition. Il m'a promis qu'elle ne vous embêtera plus. Alors là, c'est le bouquet. Mais tu es folle. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas encore? Mais quand cesseras-tu de t'occuper des affaires des autres? C'est une catastrophe. Oh, une catastrophe. Tu as encore fait une fois de plus ce qu'il fallait pour provoquer le pire. Le pire. Oui, le pire. Tu ne comprends donc rien. Je dois aider Maya, pas lui nuire. En la soutenant, j'ai une chance de toucher son mari, de l'assouplir. Donc, finalement, d'aider Vassili. Et toi, tu viens tout mettre par terre. Mais enfin... Ça suffit maintenant. C'est déjà assez compliqué comme ça, sans que tu viennes nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, tu rentres chez toi et tu n'en bouges plus. Svetlana a raison, maman. Tu n'aurais pas dû agir ainsi. Je peux retourner au commissariat, retirer ma déposition. Non. Le
maintenant. Et cela ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, je suis vraiment une catastrophe. Un vrai poison, maman. Surtout quand tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Mais vous êtes ma raison de vivre, mes chéris. Je dois m'occuper de vous. Sans vous, je ne vaux plus rien. Il est bien là le problème. Si tu vivais un peu plus pour toi-même, tu serais moins sur notre dos. Ou du moins, tu serais plus légère. Bon, ben, puisqu'on ne veut pas de moi ici et que j'empoisonne tout le monde, je m'en vais. Je ne vous embêterai plus, promis. Ah, quand même, voici le pâté de saumon que j'avais promis à ta sœur. Elle peut le manger sans crainte, celui-là. Il n'est pas empoisonné. Vous avez compris, Vassili. C'est aujourd'hui votre dernière chance. Ou vous nous aidez à neutraliser Anatoly Kersakov et tout ira très bien pour vous, et même de mieux en mieux. Mais si vous n'y parvenez pas, je suis obligé d'en référer au ministre lui-même. Son chef de cabinet m'a indiqué que le ministre avait très à cœur de stopper dans l'œuf cette mauvaise fermentation. Anatoly Kersakov et sa secte pourraient mettre à mal tous nos efforts pour améliorer et moderniser notre pays. En frappant à la source, nous avons la possibilité de mettre fin à toute déviation. Croyez-moi, camarade Bezaïev, je vous ai compris. Bien compris. Je compte faire de mon mieux. Bon, je l'espère pour vous. Mais nous n'avons plus de temps à perdre avec ce genre de personnage. Et puis j'ai d'autres missions pour vous, qui vous aideront à grimper dans la hiérarchie. Mais il reste une condition à remplir. Vous la connaissez. Ne me décevez pas. Anatoly Kersakov. Bon, je vous laisse. Pensez au ministre. Et comment va Yuri? Quoi? Comment va Yuri? Votre fils? Mon fils? Oui, votre petit Yuri. Il était bien malade. Vous paraissiez si soucieux l'autre jour. Je crois même que vous craignez pour sa vie. Où voulez-vous en venir, Anatoly? Qu'est-ce que vous manigancez? Laissez mon fils hors de tout cela! Je n'ai aucune arrière-pensée, Vassili. Aucune, soyez-en certain. Mais vous m'avez fait de la peine. L'autre fois, quand vous avez craqué, que vous m'avez frappé sans retenue. Vous souffriez terriblement. Je l'ai compris après quand j'ai retrouvé ma cellule. Sur le moment, bien sûr, j'avais trop mal, je vous haïssais. Si j'en avais eu la possibilité, je vous aurais tué. Vous n'en avez pas eu la possibilité. Heureusement pour vous. Mais pour moi aussi, c'est vrai. Car même si par miracle, j'avais pu m'en réchapper, je m'en serais voulu toute ma vie. Ma foi m'interdit de tuer.
Anatoly Kersakov, ça suffit. Arrêtez de Je plaisanter. ne plaisante pas. Laissez-moi parler. Je n'ai pas beaucoup de force. Et pour une fois que je veux parler, vous n'allez pas me bâillonner. Parlez. Mais n'essayez pas de me manipuler. Vous avez souqué votre petit Yuri en ma présence. Vous n'y faisiez pas attention, mais j'écoutais tout ce que vous disiez. Et étrangement, sans le connaître, je me suis mis à aimer votre fils. Je n'ai encore jamais eu d'enfant, mais depuis quelque temps, je rêve d'en avoir. Alors j'ai essayé de l'imaginer, ce Yuri. Et croyez-moi ou non, quand je me retrouvais seul dans ma cellule, j'ai commencé à lui parler. J'imaginais ses réponses. Nous avons conversé, lui et moi, longtemps. Ces discussions m'ont donné de la force et je priais Dieu d'avoir un jour un enfant comme le vôtre. Au fait, Anatoly Kersakov, au fait. Comme le vôtre, oui, Vassili. Vous avez de la chance d'être père. Quel bonheur de se savoir responsable d'un petit être, de veiller sur lui, de le voir grandir. Je vous envie. Ah, maintenant ça suffit. N'essayez pas de m'attendrir. Attendez, je n'ai pas fini. Je suis heureux, il faut que je vous le dise. Mais qu'est-ce que vous racontez? Cessez de vous moquer de moi. Je ne me moque pas de vous, pas du tout. Je suis heureux. Oui, j'ai mal, mon corps n'est plus qu'une plaie. Mais je trouve quelque chose dans cette épreuve qui me porte. Ce que j'ai compris, ce qui m'arrive, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Je vis un miracle. Savez-vous que ma fiancée a reçu la visite de votre épouse? Ah ça non. Qu'est-ce que Svetlana est allée faire? Elle lui a dit qu'elle l'aiderait, qu'il ne fallait pas tenir compte de la démarche de sa mère auprès de la police. Comment? Quelle démarche? Je crois que Maya et Svetlana ont sympathisé. Elles ont pu me transmettre ce message par une personne qui a ses entrées au ministère. Elle me supplie de trouver un moyen de débloquer la situation. Je suis tout à fait de cet avis. Aussi, je vais vous demander... Elle ne me demande pas de renoncer à mes idées, seulement d'être plus souple. Ça m'a profondément touché, et cette nuit j'ai beaucoup réfléchi. Et finalement, j'ai eu honte de moi, de mon mépris envers vous. J'imaginais combien j'étais orgueilleux. Je me croyais très supérieur à vous. C'est ça qui a provoqué votre colère. Vous, petit fonctionnaire sans cœur et arriviste, prêt à marcher sur le corps d'un camarade pour garder sa place. Et moi, petit historien, capable de vous tenir tête à vous et au régime tout entier. Moi, du haut de mes convictions, de ma pureté, prêt à mourir pour elle. Quelle hauteur d'âme, n'est-ce pas? L'aigle au-dessus des rats. Vous me l'aviez bien fait sentir. Alors, Vassili? Laissez-nous, camarade Bezaïev. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. C'est mon orgueil qui me permettait de résister. Je l'ai compris d'un coup. J'ai pensé à ce qu'endurait ma fiancée, et puis j'ai pensé à vous. Ce fut comme une révélation. J'ai brusquement ressenti combien vous avez eu peur pour votre enfant, pour votre famille, pour votre emploi. Ah, la peur, que de folie n'engendre-t-elle pas? Vous n'agissiez pas contre moi, mais pour vous protéger, vous et les vôtres. Poursuivez. Croyez-moi, Vassili, cette nuit-là était la pire et la meilleure nuit de toute ma vie. D'un côté, je ne pouvais renoncer à mes idées. De l'autre, je ne voulais faire souffrir personne. J'étais dans une impasse. Abandonner mon idéal me paraissait comme un suicide. Je demandais, mon Dieu, dois-je me sacrifier
Est-ce votre volonté? Mais me sacrifier, n'est-ce pas aussi vous renier? Je ne pouvais m'y résoudre. Ah, si j'avais une arme, j'aurais pu la retourner contre moi. Pour un mystique comme vous, s'en remettre à Dieu a dû être d'un grand secours. J'étais à bout, j'en pleurais. J'ai dormi très peu de temps, mais suffisamment pour avoir un rêve extraordinaire. Ah, ça suffit, je ne veux pas en entendre plus. Attendez! J'étais en pleine forêt. Le soleil commençait à faiblir. Il n'y avait pas âme qui vive. Tout à coup, un ours immense surgit d'une couleur étrange, rouge sombre. Il tourne autour de moi et par moments me lance un coup de patte. Ses griffes démesurément longues me déchirent la peau. Je saigne abondamment. C'est comme un jeu pour lui. Subitement, il serre ses énormes pattes autour de moi en montrant ses crocs. Il poussait des râles horribles. Je me débats comme un forcené, je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Désespéré, je m'adresse à Dieu. Mon Père, si vos jours est arrivé, qu'il en soit ainsi. Mais j'ai encore tant à apprendre et à faire. J'aimerais tant avoir une famille. J'arrête de bouger, prête à mourir, quand soudain paraît un enfant. Il nous regarde, l'ours et moi, puis il vient vers nous en souriant, et ils se mettent à caresser le monstre. L'enfant caresse l'ours. Comme sous l'effet d'un charme, l'animal desserre son étreinte et me libère. À ce moment, quelqu'un appelle « Yuri! Yuri !» Et le petit disparaît vers la voix qui disait son nom. Yuri me sauve la vie, Vassili, vous comprenez? Comprenez-vous, Vassili Koryagin? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ce n'est qu'un rêve. Les rêves sont parfois des messages. C'est beaucoup pour Yuri que j'ai fait tout cela. Pour assurer son avenir. Et voilà que vous vous êtes mis à aimer mon enfant. Mon enfant qui vient même jusque dans vos cauchemars pour vous délivrer de... Comment pourrais-je continuer à présent? Mais comment arrêter sans m'attirer les pires ennuis? Vassili, je renonce à soutenir les convictions de la conclusion de mon ouvrage. Personne ne souffrira plus dans cette histoire. Eh bien, Vassili, Devoir accompli, camarade Bledaïev. Anatoly Kersakov est prêt à renier ses propos. vrai? A-t-il signé sa déposition? Non. Mais il va le faire. Maintenant, devant vous. N'est-ce pas, Anatoly?
Félicitations, camarade Vassili, félicitations. Vraiment, vous êtes très fort. Permettez, camarade Bledaïev? Et voilà. Oh, si vous m'aviez laissé faire, on n'en serait pas là. Vassili a voulu faire le fier en aide dans cette Anatolie. Résultat, en prison. Tous les deux. Maman, je suis fière de mon époux. Et je suis bien décidée à me battre pour lui. Et pour le fiancé de Maya. Et je suis là pour te seconder. Écoute, j'ai pris des contacts. J'ai rendez-vous après-demain avec un député qui connaît très bien le ministre de l'Enseignement. Il m'a assuré... Allô? Maya? Mais que t'arrive-t-il? Quoi? Anatolie et Vassili vont être transférés en Sibérie? Vous entendez? Ils vont être transférés en Sibérie d'ici une semaine. Que pouvons-nous faire? Est-ce que nous ne les reverrons jamais? Eh bien voilà. Excusez-moi. Maya, que sais-tu d'autre? C'est le ministre qui a pris la décision. Il a très mal pris le revirement de Vassili. Comme une insulte personnelle, il veut faire un exemple. Que pouvons-nous faire? Persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. C'est notre meilleure façon d'aider la chance. Ton premier ennemi, tu le sais désormais. C'est toi-même. Quand tu as peur, quand tu te crois impuissante et foi en la vie. Allô, Maya? Elle dit que j'ai raison, Svetlana. Il faut croire que nous les sortirons de là. La première bataille à gagner, elle est dans nos têtes. Surtout, refuser le désespoir. Absolument. Maya, tu es courageuse, Maya. Comment va Yuri? Il est guéri. Le médecin avait fini par diagnostiquer une mastoïdite, une complication d'otite, mais c'est fini. Et je suis si contente qu'Anatolie ait accepté d'être son parrain. Allô, Maya? Oui, oh, excusez-moi pour l'autre jour. Je ne me rendais pas compte. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pourriez pas venir là maintenant? J'ai fait d'excellents pirochki. Oh, un vrai délice pour le palais. Oui. Non, vraiment, vous ne pouvez pas. Oh, quel dommage. On va les manger sans vous. Oui. Allez, d'accord. Au revoir, Maya. Au revoir. Yuri, viens manger mes pirochki.
Zova, Karenina da Votti, Galina da Votti, Malina, Ismavera. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Mais si, mais si. Et vous avez raison. Je le mérite. À ma décharge, je dirais que j'étais logique avec mes idées. Une forme de sincérité, quoi. Je me sentais vraiment investi. Pour moi, éduquer les masses, l'intérêt du pays, c'est plus important que pinailler sur quelques dates ou petits faits historiques. La résistance de cet historien-là, comment déjà... Et Anatoly Kersakov. C'était des fantaisies de petits bourgeois, des lubies individualistes. Alors que je vous parle de tout ça, mais ça remonte déjà à quelque temps. Hier, dans le journal, j'ai lu une interview de Vassili Koryagin. Il racontait ses 2 années de camp en Sibérie. C'est à cause de moi qu'il a été envoyé là-bas. Un rebelle. Moi, je faisais mon devoir. Rien que mon devoir. Bon, c'est vrai que si je n'avais pas rédigé mon rapport pour le ministre, on n'aurait pas expédié Vassili dans les grands froids. Il n'aurait pas souffert 2 années de martyre. Si je regrette, voyez-vous, je ne sais même pas. Pouvais-je faire autrement? Oh, je ne demande pas le pardon. Les choses ont bien changé depuis la perestroïka. est passé par là. Le régime est tombé. Les prisons ont été ouvertes. Il faut tirer un trait sur le passé et ne regarder que l'avenir. Non, j'assume sa haine et votre mépris. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'au fond, j'aimais Vassili. Oui, beaucoup. C'est un homme intelligent, honnête. Il a eu un tel courage. Moi, j'étais bien trop faible pour prendre sa défense. J'accomplissais ma tâche en toute bonne foi. J'obéissais. Les sentiments, la justice, la vérité. Tout cela avait bien peu de poids devant les nécessités. Quand l'ennemi est désigné et que la bonne cause est évidente, on n'a plus d'état d'âme. On n'est plus un être humain. Mais dans le journal, Vassili a dit quelque chose qui m'a touché. Oui, beaucoup. Voilà, il a répondu aux journalistes. En fin de compte, toutes ces épreuves m'ont mûri. J'aurais préféré m'en passer, oui. Mais je ne regrette rien. Quand tout a commencé, je végétais dans la routine, la fadeur, la peur. En m'obligeant à questionner Anatoly jusqu'à l'extrême, ce Bledaïev, à son insu, m'a rendu un grand service. Il m'a forcé à choisir mon camp. Aujourd'hui, notre pays est libre. J'ai un travail passionnant, des responsabilités et l'estime de beaucoup, de mon épouse, de mes amis, de Yuri qui comprend tellement de choses. Mais aussi, et peut-être surtout, je suis bien avec moi-même. Cette fierté, je peux le certifier, est comme un cadeau. Une vraie chance. Je la savoure tous les jours.
Qui aurais-je été sans cela? Un autre Blédaïev? Un autre Blédaïev. Ah, comme je l'envie, maintenant. Vassili. Mais je me console, car après tout, c'est grâce à moi qu'il en est arrivé là, qu'il a pu retrouver sa fierté. Moi, Anton Blédaïev, j'ai été l'instrument de la fierté de Vassili Koryagin. Ah. Allez, nazdravlje, tovarich! Bien. Eh bien, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est de Jean-Luc Martin Lagardette. Avec Colette Bocard, Thomas Fauvet, Pascaline Joliveau, à la technique, il y avait Daniel Boitier, avec aussi Lydie Bonny, et Jean-Luc Martin Lagardette. Et Bernard Duhaut.